Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions, ça me fera très plaisir. Hello Laura, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga et puis avant et après, maintenant. Avec plaisir, je suis ravie d'avoir accepté ton invitation. Ça fait toujours plaisir d'être invitée pour un podcast et pour une interview. C'est pas un exercice que j'ai fait souvent. J'ai interviewé souvent, mais être interviewée pas souvent. Donc voilà, je suis un peu stressée, mais ça va être cool. Non, non, faut pas. Ça va être super sympa. Bon alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de la première fois où tu as rencontré le yoga dans ta vie? Ouais, Si tu c'était à t'en la souviens. fac. Ouais, je m'en souviens. C'était il y a pas si longtemps. J'avais 18 ans. J'en ai 26 aujourd'hui, donc bon, quand même. D'accord. Voilà, j'avais 18 ans et en fait, je cherchais une matière dans laquelle je pouvais avoir des points facilement. Voilà. Je faisais de l'histoire de l'art à l'époque et j'avais des problèmes de dos, des choses comme ça. Mhm. Et en gros, il y avait l'opportunité de prendre une matière à part pour avoir des points en plus sur sa moyenne du semestre, en fait. Et j'ai choisi le yoga parce qu'on m'avait dit que c'était bien et que c'était facile. Voilà. Flemmard d'académie, me voilà. Donc, donc voilà, je cherchais des points faciles. Et puis finalement, j'ai passé, je pense, 6 mois à essayer de comprendre ce que c'était le yoga. Vraiment quelque chose dans ma tête. Et d'ailleurs, Mhm. c'est ce que la prof me disait. Elle avait une super méthode. Elle nous demandait à chaque fin de séance de noter tous nos ressentis sur une feuille. Elle pouvait les lire, etc. Et je trouvais ça génial pour pouvoir vraiment descendre dans les sensations. Sauf que moi, à cette époque-là, j'étais vraiment uniquement dans ma tête et je ne valorisais que ma tête. Et j'étais même pas au courant des sensations physiques que j'avais dans les postures. Donc ça m'a permis d'explorer ça pendant 6 mois. Et après, j'ai compris que le yoga, c'était encore plus que ça et qu'il y avait de l'énergie qui passait dans le corps, etc. Notamment quand elle nous a fait le rituel des 5 Tibétains. Mhm. Voilà, elle nous a fait expérimenter ça. Et là, je me souviens avoir été la voir à la fin du cours et lui dire, mais ça y est, je sais ce que c'est le yoga, j'ai compris. Je sais pas, ça a mis un peu de temps pour moi, mais c'était hyper intéressant. Ça m'a confrontée à ma manière de me confronter aux autres, tu vois, d'être dans la compétition. Mhm. Elle nous a appris très très tôt des postures comme Shirshasana, donc j'avais envie de, enfin, pas Shirshasana au début, mais un tripode, voilà, un truc qui Mhm. ressemblait. Et j'avais envie d'y arriver, je forçais, voilà. Par rapport à d'autres qui y arrivaient tout de suite, j'ai vu que j'étais dans ce truc compétitif et en fait, c'est le yoga qui m'a sorti de cet état d'esprit-là euh, par rapport à la fac, par rapport à mes notes à la fac, etc. Donc ça m'a apporté sur le plan physique des choses au niveau du corps, c'est-à-dire que j'avais plus mal au dos, tout Mhm. simplement. Je redescendais un petit peu de ce truc où je valorisais que mon esprit, que ma tête, que mon mental, où j'étais trop dans le mental et je suis descendue dans mon corps, donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai commencé à être un peu plus alerte sur ce qui était des vibrations dans le corps, les choses qui passaient dans le corps, même si ça m'intéressait depuis un moment. Et puis, voilà, ça m'a permis au niveau état d'esprit, on va dire, d'arrêter ou d'essayer d'arrêter de me comparer aux autres. Déjà, d'avoir cette volonté de moins me comparer. Ça a été le début du chemin par rapport à ça, en tout cas. Ouais, surtout que quand justement tu es en études supérieures, etc., pour le coup, on ne t'apprend pas à être compétitif, mais ça l'est, mine de rien. Peu importe ce que tu fais comme études, bon, on le voit encore plus sur certains types d'études comme la médecine ou le droit ou quand il y a des concours, des choses comme ça. Mais notamment quand tu es à la fac, tu commences à peine à apprendre à te connaître, donc tu sais pas forcément vers où tu veux aller, etc. Donc enfin, ouais, moi j'aurais bien aimé aussi quand j'étais en études supérieures, avoir une matière supplémentaire à yoga, ça m'aurait bien aidé, je pense. Mais ouais, je comprends que ça ait pu, t'apporter vraiment beaucoup de choses et donc après ça, après cette année de fac, où ça t'a aidé à obtenir des points et que ça t'a permis aussi de te sentir mieux, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors en fait, j'ai continué la fac jusqu'à la fin de ma licence. Mmh. Sauf que, voilà, j'ai continué la fac, j'avais le yoga aussi à côté. Je prenais pas de cours en dehors, je prenais des cours qu'avec cette prof-là qui, je D'accord. pense, avec le recul, était formée en Shivananda, mais qui nous faisait expérimenter vraiment beaucoup de choses, qui était vraiment une femme géniale. Et c'était comment dire? Au début, j'ai pas pris conscience que ça prenait autant de place que ça dans ma vie. C'est au Mmh. fur et à mesure et c'est surtout arrivé la troisième année où j'étais très, très mal. Hem, 3 année vraiment le je pense que la compétition et l'esprit de compétition était arrivé à son summum. Hem, je voyais mes notes chuter parce qu'en fait, à la fac, à ce moment-là, il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient en équivalence, D'accord. donc sur la troisième année et la fac était submergée. Il y avait trop de monde dans les amphis et en fait, ils étaient là pour écrémer. Et donc mentalement, à ce moment-là, si tu te rends compte que c'est pas le bon endroit pour toi et que c'est pas le bon état d'esprit pour toi, bah moi j'ai voulu fuir tout ça. Donc c'est là que j'ai vraiment Mmh. été un peu plus en yoga, à commencer à en pratiquer à la maison, à me renseigner beaucoup plus, à faire les devoirs qui étaient donnés par cette prof beaucoup plus assidûment. Et voilà, c'est là que ça a commencé à changer, où j'ai commencé à me dire, mais en fait, ça prend beaucoup de place et cet esprit de non-compétition, il est important pour moi. Je ressens Mmh. qu'il y a une voie pour moi là-dedans et dans ce truc d'apprendre à respirer. J'avais appris, bien sûr, au bout de 3 ans, un peu plus de choses avec cette prof. Et voilà, ça a été important à un moment donné. Ça m'a aidé à me poser les bonnes questions. Est-ce que je suis là, au bon endroit, à ma place? Et donc finalement, j'ai compris que non, j'ai fini ma licence en me posant la question de est-ce que je peux commencer à être prof de yoga? Est-ce qu'il y a des formations qui me plairaient? Est-ce qu'il y a des choses qui me parlent? Avec qui je me forme? Est-ce que je suis légitime pour me former? Enfin, c'était le brouillard complet, mais en même temps excitant, tu vois. Et à un moment donné, voilà, j'ai quand même eu besoin de demander à mes parents, bizarrement, de leur dire Mmh. ça vous choque si j'arrête les études, que je fais pas un master pour enseigner l'histoire de l'art à la fin de ma carrière et puis qu'après que finalement je deviens prof de yoga, est-ce que c'est choquant pour vous? J'avais besoin quand même à ce moment-là encore de l'aval de mes parents, puis voilà. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté la fac. J'ai pris j'ai postulé pour une formation Mmh. qui te demandait ton état d'esprit, ce que tu attendais, depuis combien de temps tu pratiquais. Enfin, il y avait toute une recherche avant, donc j'avais vraiment très peur de ne pas être prise à cette formation. Et pendant ce temps-là, en fait, en attendant la formation, j'ai été travailler chez McDo, Mmh. voilà, pour gagner ma vie parce qu'il y avait nulle part où on me prenait, même avec une licence, un bac+3, Mais je du coup, trouvais tu pas de job. avais obtenu cette licence, c'est ça? Oui, je l'avais Ouais. obtenue, j'ai OK. j'ai voulu terminer quand même, voilà, j'étais rassurée par la notion de diplôme, en fait. Mmh. Et en fait, même avec ça, tu vois, j'ai pas trouvé de job. Et donc Donc c'était en histoire de l'art, c'est ça? ouais, Et tu c'était pour faire quoi comme métier exactement je à voulais la base? enseigner je voulais enseigner à la D'accord, fac l'histoire de l'art. Je voulais enseigner l'histoire de l'art moderne. OK. Donc voilà, Et ça me passionnait. du coup, c'est oui, ça a pas été possible. Enfin, même en postulant sur des postes comme ça a pas fonctionné? En fait, pour enseigner à la fac, il faut avoir un master et il Ouais, faut avoir un doctorat. d'accord. J'étais OK, très, très loin d'avoir ma place, OK. dans cet univers-là. C'est vrai, ça demande vraiment beaucoup un niveau d'études assez intense. On commence à enseigner, en fin de master ou début de doctorat, on commence à Mmh. enseigner des pardon, des TD, des choses comme ça, tu vois? D'accord, On n'a pas OK. forcément, sa place tout de suite. C'est difficile d'avoir sa place finalement dans les facs ou les choses comme ça. J'avais quand même regardé si je pouvais travailler avec des associations, et cetera, mais Mmh. j'avais pas trouvé, en fait. Et donc du coup, D'accord. je m'étais mis à chercher dans les magasins bio, n'importe quel petit job qui me permettrait, en attendant de faire ma formation, de tenir pendant X mois, quoi. OK. Et du coup, c'était à quelle formation que tu avais postulé? Alors à l'époque, j'ai été formée par Samyak Yoga. C'est une formation qui se fait, qui se passait à Paris. Ils se forment un petit peu partout. Ils forment en Inde, ils forment à Bali, et cetera. D'accord. Et donc j'ai été formée par Trupta et Stéphanie Vieux-Kessler. Mmh. Et
Aujourd'hui, eux, ils se sont séparés de l'entité Samyak pour faire leur propre formation de leur côté. D'accord, Voilà, donc pour moi, ce sont eux mes profs et pas forcément Samyak Yoga qui a été, d'accord, voilà, pour moi, ma prof, celle qui m'a formée au yoga pendant 200 heures au Hatha Yoga à Paris, c'était Stéphanie Vieux-Kessler. d'accord. Donc c'était du hatha yoga uniquement ou il y avait aussi d'autres, yogas dans cette formation? C'était juste du Hatha Yoga et c'était vraiment génial pour le coup. Euh, Stéphanie, elle a beaucoup de casquettes, donc elle nous faisait des cours en dehors des cours de Trupta et donc Mmh. nous enseignait vraiment beaucoup tous les deux et elle nous a montré des choses du Pilate, du D'accord, Feldenkrais, je sais pas le dire, je sais comment ça s'écrit, mais voilà, c'est d'accord. une autre méthode du corps, etc. Elle avait des cours, comment dire, tellement personnels, elle m'a beaucoup inspirée dans sa manière d'enseigner. D'accord et c'était sur combien de temps cette formation? C'était sur un mois. J'ai fait D'accord, un mois complet au mois d'août 2016. d'accord et donc du coup, tu à ce moment-là, tu as arrêté de travailler chez McDo ou tu as juste posé un mois de congé et J'ai posé un mois de congé. d'accord. Et juste avant, un tout petit peu avant, j'étais partie en Inde. Mmh. Voilà, j'avais travaillé pour et j'avais mis un peu d'argent de côté pour me faire un petit voyage en Inde toute seule dans le nord de l'Inde. Mmh. Voilà, et je voulais voir ce que ça donnait d'être. Déjà, je voulais découvrir le pays et puis je voulais voir comment ça se passait, les enseignements avec des Indiens, etc. D'accord. Clairement, j'ai pas été à Mysore, j'ai pas été voir Charat ou voilà, Mmh. des grands noms du yoga, des grands profs du yoga. J'ai passé un temps à Rishikesh qui m'a beaucoup apaisée par rapport à toute l'énergie qu'il y a en Inde. Rishikesh, c'est Mmh. quand même un lieu qui s'autoproclame capitale du yoga dans le monde. Bon, ça n'a aucun intérêt, D'accord. hein, honnêtement. Mais au moins, tu peux prendre des cours de yoga là-bas et c'est beaucoup plus calme. Il y a un côté, voilà, c'est au bord du Gange, il y a un côté très spirituel, parfois un peu fake, mais quand même assez sympa à ressentir. Et voilà, je voulais prendre des cours. J'ai fait d'autres villes dans le nord de l'Inde et je suis rentrée. Mais j'ai été formée en France, par contre. D'accord, et après ça, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Alors après ça, je suis retournée chez McDo pendant, 1 mois ou 2 jusqu'au moment où j'ai Mmh. posé ma dème, tout simplement. Mmh. Je leur ai dit: «Bah, voilà, je me lance, ça y est». Salut! Voilà, j'ai eu ce à la fois avec ce truc du syndrome de l'imposteur et à la fois avec ce truc de, bah, il faut se lancer parce que, voilà, c'est le moment. Mmh. Comment dire? Avec le recul, j'aurais pas tout lâché comme ça, parce que mine de rien, débuter, c'est pas évident et je trouve que j'aurais pris des décisions un peu différentes si je savais que j'avais un autre job Tu pris, derrière. ouais, mmh, parce que tu aurais eu cette sécurité derrière qui te disait: «OK, je peux lancer mes cours et je peux ça peut ne pas forcément prendre tout de suite, mais j'ai une marge, d'erreur» entre guillemets, quoi. Oui et exactement et je pense que j'aurais eu plus ce truc d'entreprendre par plaisir, un peu plus, Mmh. tu vois? Proposer des choses qui me font plaisir ou à Oui. oser plus, plutôt que là, c'était vraiment ne pas prendre de risques parce que chaque décision pouvait être une décision de vie ou de mort sur mon entreprise, tu vois? Ouais. C'était vraiment vécu comme ça. Oui, pour pouvoir payer ton loyer, pour pouvoir subvenir à tes besoins à la fin du mois, quoi. Bah, en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé très jeune finalement. J'ai été formée au Mmh. yoga, j'avais 21 ans. Le lendemain Mmh. de mon diplôme, j'en avais 22. Je vivais encore chez mes parents. Je travaillais donc chez McDo, j'avais mis pas mal d'argent de côté. Mon rêve, c'était d'emménager chez moi, d'avoir mon propre chez moi. Donc oui, il y avait quand même ce truc de je veux réussir pour pouvoir avoir ma maison, voilà. Mais, euh, mais en même temps, j'avais la sécurité euh, d'habiter chez mes parents encore. Mmh. C'est pas le cas de beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, hein, s'il y a des personnes qui m'écoutent, je conseillerais vraiment de pas se lancer à la one again comme ça, en mode confiant. Enfin, c'est Mmh. bien d'avoir confiance si tu veux, mais aussi avoir quand même un minimum de sécurité pour se laisser le temps et entreprendre avec plaisir et pas avec cette espèce de boule au ventre que j'avais où chaque décision pouvait me faire reculer mon objectif, tu vois. Mmh. C'était vraiment... j'avais beaucoup peur, en fait, j'avais très peur. Et du coup, donc tu t'es lancée, directement? Tu as commencé à donner des cours dans des studios ou tu as loué des salles? Comment ça s'est passé Alors, exactement? exactement. Donc j'ai commencé, je pense à enseigner finalement en novembre, puisque j'ai dû donner ma Mmh. démission au mois d'octobre ou quelque chose comme ça.
Heu, Ça s'est fait par le bouche à oreille et donc j'ai eu des clients, des élèves en cours particulier. Donc c'était vraiment génial, c'était une chouette expérience. C'est comme ça que j'ai commencé. J'avais juste mis D'accord. enfin, comme ça que j'ai commencé. À la base, j'avais fait plein de trucs, c'est-à-dire que j'avais, choisi un logo, choisi un nom, dépensé de l'argent pour un site internet. Enfin, j'avais lancé tout l'armada, des flyers, des trucs comme ça et au final, ce qui a marché, c'est pas tout ça, c'est vraiment de mettre un mot sur mon compte Facebook et de demander aux gens de partager si voilà, s'ils avaient des contacts intéressés et c'est comme ça que j'ai eu les premières personnes avec qui j'allais travailler. Pas avec les flyers, pas avec mon site, pas avec le logo ni rien. Enfin bref, donc j'ai appris beaucoup de ça, mine de rien et donc voilà, novembre, j'avais les premières personnes. J'osais pas du tout, démarcher les studios. Mmh. J'avais peur. Voilà, j'étais en mode: «Bah non, moi je mérite pas d'aller, travailler pour tel studio parisien, moi je» la pensée qui était derrière, c'était ça: «Je ne mérite pas, je ne suis pas légitime, il y a des profs qui sont, bien plus capables». Heu, Après j'ai commencé à travailler avec des associations. Après, OK. un peu plus tard, j'ai commencé à louer, D'accord. heu, ce qui n'a pas fonctionné pour moi. Heu Voilà, je ne sais pas encore pourquoi. Peut-être tout simplement parce que moi-même j'y croyais pas ou j'avais peur de tout simplement dire que j'avais des cours et en faire la promotion et dans mon quartier ou tout simplement mettre des flyers ou en parler aux gens ou j'osais pas assez en fait. Je faisais l'action, de donner mes cours et cetera, mais je faisais toutes les actions qui me demandaient d'aller au-devant de ça et d'aller proposer aux gens ce que je faisais. À partir du moment où c'était sur internet, ça m'allait bien. S'il fallait rencontrer la personne en vrai, s'il fallait aller dans le café d'à côté et dire aux gens: «Bah, voilà, je suis professeur de yoga, je Mmh. donne cours le midi, je donne cours à telle heure, avant votre service si vous voulez venir». Tu vois? Je j'osais pas tout Mmh. ça et je pense que c'est ça qui a fait que c'était un peu plus laborieux pour moi de trouver du monde. J'avais quelques élèves, mais pas suffisamment pour que ça devienne rentable. Mmh. OK. C'est Et plus tard que j'ai été voir, j'ai même pas un peu plus tard, j'ai accepté des remplacements dans des studios d'accord. et après j'ai travaillé pour, des salles de sport ou des choses comme ça. D'accord. Et du coup, à ce moment-là, quand tu t'es rendu compte, que, tes cours en location de salle, ça ne serait pas assez rentable pour toi, tu as tout de suite arrêté ou tu as cherché à comprendre pourquoi? Non, j'ai arrêté assez vite, le pourquoi, à ce moment-là, c'était un mélange de «c'est ma faute parce que mes cours sont pas assez bien» ou «c'est les autres, les gens se» enfin j'étais Mmh. paumée en fait concrètement, à ce moment-là de ma vie, je prenais pas forcément la responsabilité de voir que, en fait, je parlais pas de mes cours. Donc c'était Ouais. difficile pour les gens de venir me trouver si moi je parlais pas de mes cours. Après que les gens aiment ou aiment pas mes cours, c'était encore autre chose, Oui. mais déjà j'en parlais pas. Donc c'était compliqué Mmh. Et puis il y et a voilà. aussi que ce soit diffusé sur internet, OK, et que ça donne vraiment envie aux gens de venir, c'est vrai qu'on en voit tellement, enfin peut-être à cette époque un peu moins, mais on en voit tellement à l'heure actuelle que, finalement, les élèves vont peut-être se tourner vers une prof, soit plus connue, donc dont ils ont déjà entendu parler, soit, soit une professeure qui leur donne plus envie parce qu'il y a un storytelling, parce qu'elle est vraiment à l'écoute, parce qu'elle est vraiment présente et cetera, que vers une plus petite, professeure, un peu moins connue qui n'a pas envie de développer sa communication parce qu'elle trouve que c'est pas son cœur de métier et elle a totalement raison en soi. Mais voilà, ils vont peut-être pas aller chercher plus loin si nous on va pas vers eux non plus, quoi. C'est exactement ça. C'est ce dont je me suis rendu compte après, beaucoup plus tard. Il y avait ce truc de, bah, voilà, pour aller voir mon cours, je mettais une image et je disais que c'était à telle heure et tel Mmh. jour à telle heure, dans tel endroit. Sauf qu'en fait, ça ne veut rien dire. C'est comme si j'avais laissé un post-it à quelqu'un avec la liste des courses. En fait, ça n'a aucun Mmh. intérêt. Il faut c'est pas de donner envie, mais simplement montrer avec quelle énergie tu donnes ton cours et donc ça demande un peu plus de mots, ce qu'on propose aux gens finalement, que juste, Mmh. je donne cours le jeudi à telle heure, à tel endroit, ça coûte tant, enfin, ça donne pas envie de lire une liste de Mmh. courses. Ce qui donne envie, c'est ce que je propose dans mon travail, c'est de te faire explorer tes émotions, ton corps, Mmh. ton mental. On va aller, adapter ça à ce qui se passe aujourd'hui. Ça te donne envie un peu Mmh. plus de travailler avec la personne, qu'elle soit connue ou pas finalement. Mais et en fait, tout ça, j'avais pas ces connaissances-là, en fait, tout simplement.
Ouais. Et j'avais peur Et aussi. donc là, avec le recul, tu sais quel était le problème et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc tu as donné des remplacements, comme tu disais, tu as commencé à travailler dans des studios, mais plutôt, des salles de sport et après? Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en donnant des remplacements, genre j'avais plein de typologies de cours. J'avais, l'objectif de travailler dans un studio à Créteil, Mmh. donc j'ai commencé à faire des remplacements au moment où je me suis dit: «Bah, entre guillemets, c'est pas une vraie place, mais c'est un remplacement, donc ça me laisse un pied déjà dedans et surtout, je me sens légitime de donner un remplacement». Mmh. Je vois pas pourquoi ça vaut moins qu'un vrai cours, mais dans ma tête, c'était plus facile, tu vois? Et en fait, à force de donner des cours et de voir les élèves ont apprécié ce que je proposais, donc j'ai fini par avoir une place dans ce studio qui était le studio dans lequel je rêvais de travailler, donc j'étais vraiment super contente. Après, j'ai eu aussi toute une phase dans laquelle, j'ai donné des cours particuliers via d'autres entreprises. Donc en fait, c'est des Mmh. entreprises qui viennent vers toi et qui te donnent des clients, des élèves et qui, te payent, moitié moins, enfin voilà. Et donc avec ça, j'avais pas mal de monde finalement. Sauf que finalement, j'avais plein de cours. Donc j'avais les associations, j'avais donc une association où je donnais cours à des seniors. J'avais le cours en studio, les cours en studio. J'avais les cours en studio de fitness. J'avais ces cours particuliers-là et j'avais un cours particulier à moi. Bah, avec tout ça, je faisais du massage aussi à côté parce que j'avais fait une formation de massage. Avec tout ça, j'étais à 15 à 18 heures de Ah de oui. travail physique. Sauf que je me suis, flinguée. Enfin, je Mmh. travaillais sans passion, en mode automatique, en mode liste de courses. Voilà, je donne cours à telle heure. Exactement Mmh. ça. J'ai prévu, de faire ça. Il y avait plus d'âme, il y avait plus d'énergie, il y avait plus, et je gagnais pas non plus des milliers et des cents à ce moment-là, puisque c'était pas des cours qui étaient, forcément bien payés. J'étais bien payée au studio où je travaille encore d'ailleurs, mais, je n'ai pas, enfin, quand tu donnes des cours particuliers à 30 €, c'est qu'il y a un problème. Mmh. Donc en tout cas en région parisienne. Donc c'était vraiment une période où je me rendais compte qu'il y avait un problème, mais j'étais tellement dans le manque d'argent, dans le manque tout le temps, que je voyais pas la solution et je voyais pas que j'étais en train de m'enfermer dans une logique qui n'était pas une logique constructive pour moi. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, que j'avais plus d'âme, mais je savais plus comment en sortir finalement. Et ce qui m'a sauvée, c'était de faire une formation en yin yoga. D'accord. Où là, vraiment, j'ai appris ce que c'était de ralentir, j'ai appris ce que c'était d'être dans l'énergie du moment. Et Et tu donc, l'as fait avec qui ta formation de yin? je l'ai fait avec, j'ai peur de dire une bêtise, Valentina Carlier et Cécile Roubaud. Voilà. D'accord. J'avais fait ce voyage en plus à Nice, donc près de la mer. C'était incroyable. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a rechargée, honnêtement. Mmh. Partir une semaine comme ça, mettre en pause mes cours et m'offrir ce temps-là. Et dans mon état d'esprit a complètement changé. Il y a quelque chose qui s'est ouvert dans cette capacité à me permettre d'être dans le yin plutôt que d'être dans le Mmh. yang, faire, avec cette peur du manque tout le temps. Mmh. Là, j'ai quand même appris à ressentir un peu plus encore. J'ai appris que ralentir était une bonne chose et que ça me permettrait d'être une prof plus à l'écoute, d'être une, d'être la prof que je voulais être, en fait, tout simplement. Mmh. Et que ça voulait aussi dire qu'il fallait que je reconnaisse que, avec toute cette expérience que j'avais maintenant, après avoir enseigné autant d'heures, bah, je pouvais aussi me permettre d'aller postuler à d'autres postes, d'aller augmenter mes tarifs en cours particulier, de refuser des créneaux ou d'en annuler. Donc voilà, après cette formation, j'ai eu tout ce passage-là où, alors c'était peut-être un peu brutal finalement, mais ça a mis un peu de temps à se rééquilibrer, mais où j'ai tout réaligné. Et en fait, j'ai arrêté de travailler pour certaines personnes. Mmh. Donc forcément, j'ai arrêté de recevoir l'argent qui allait avec, hein. J'ai demandé à être augmentée dans certains endroits, j'ai demandé à quitter d'autres, voilà, j'ai accepté d'autres types de postes qui me rémunéraient mieux. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai un peu rééquilibré. OK. Et du coup, tu t'y retrouvais quand même mieux à Bah, la du fin? coup, au lieu d'être à des tarifs comme, je sais pas, 800, 900 € de salaire à la fin, bah, au moins j'atteignais le SMIC, tu vois. Mmh.
Et en parallèle de ça, tu t'étais formée au massage, tu as dit aussi, et tu as fait d'autres formations de yoga, yin, hatha, autres ou Alors, pas? j'ai pas fait de hatha en plus. C'est vraiment quelque chose que je veux faire, mais que je ne me donne pas encore le temps de faire. Mais je vais le faire un jour, il n'y a pas de souci. Mais je pense que je cherche encore les enseignants parce que ça a été tellement fort de le faire. Ma première expérience a été très forte. Sur un mois, avec les personnes qui étaient autour de moi, les femmes qui étaient autour de moi, c'était très puissant ce truc d'encouragement. Et je sais pas, j'ai pas encore eu ce truc de me dire: «C'est avec cette personne que je vais être Mmh. formée à nouveau au hatha». J'ai pas encore eu le coup de cœur et si j'ai pas le coup de cœur, je prends pas. Donc Oui, voilà, j'attends encore un petit peu. et tu as des idées, tu as fait d'autres formations, autres types de yoga ou? J'ai fait encore, il y a l'année dernière, non l'année encore d'avant du coup, j'avais fait un yin encore. Donc je dois avoir 100 D'accord, heures en yin et 200 heures en hatha. d'accord. Oui, donc là, tu tu peux vraiment justifier, d'une bonne pratique en ligne et d'un bon, enseignement, et donc du coup, là, à l'heure actuelle, tu donnes, plus de cours de yin ou plus de cours de hatha ou ça s'équilibre? Ça s'équilibre, j'ai besoin de l'équilibre parce que, très facilement, moi, je peux aller dans le yin, même dans ma Mmh, pratique personnelle. C'est en fonction, hein, de l'énergie du moment, mais c'est vrai que le yin m'appelle très fort et parfois je ressens le besoin d'équilibrer un petit peu, d'aller proposer d'autres choses. Voilà, donc il y a un tout petit peu plus de hatha. Surtout actuellement, je donne plus que alors là, c'est compliqué, hein, avec le oui, covid et cetera, mais avant covid, j'étais à 7 cours, 6 ou 7 cours parce que certains n'étaient pas toutes les semaines, et je m'en sortais très bien et donc il y avait 2 yin et le reste en hatha et voilà et après le hatha, c'est toujours, c'est nous qui mettons la barre sur l'intensité de la pratique, finalement. mmh, Donc bon, je suis pas, quand j'ai envie de faire un hatha qui est plus dans la douceur et d'aller prendre vraiment beaucoup de temps, j'y vais. Si j'ai besoin d'enseigner un hatha qui est beaucoup plus en force, qui est beaucoup plus dans quelque chose de puissant et d'enraciné, par exemple, je le fais aussi, quoi. OK. Mmh, et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler d'un peu de cette phase, covid justement? Comment tu as géré, le avant, et après et le maintenant? Hem, Alors, donc avant, en fait, il y a le podcast aussi, on va oui, parler de mais tout ça. c'est pour ça que je voulais venir à cette question après, mais si tu veux en parler avant, ça vient En avant, le confinement, le premier confinement, oui, tu peux en parler Oui, bah, juste pour avoir la chronologie, en fait. Ce qui avant. Ouais, s'est passé, c'est que, j'avais donc lancé un podcast sur le yoga, je faisais des interviews, heu, donc ça s'appelait Paroles de yogi et donc ça a été mmh, lancé en 2018 et voilà, ça a été, une grande aventure qui m'a permis de me former aussi, finalement. C'était ma formation, je sais pas si tu ressens les choses comme ça, mais c'est comme une formation continue, en fait, mmh mh, d'avoir, ces discussions-là. ouais. Donc voilà, C'est c'était hyper génial. enrichissant, ouais, d'interviewer des gens qui ont des expériences différentes et un regard aussi, différent, qui peuvent t'apporter des choses, rien qu'en 1 heure de bavardage. Non, c'est vraiment très, très enrichissant. C'est incroyable, c'était une Mmh, super expérience et en fait, j'ai dû faire des interviews de 2018 à 2020, un truc comme mmh, fin 2019, on va dire et fin 2019, à partir de septembre, je crois, j'ai commencé à dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser ma propre voix» et de voilà, ça allait assez bien avec, ma manière d'enseigner d'ailleurs, de commencer à parler pour moi et au lieu de lire des textes et cetera dans mes cours. Donc, il y a eu cette première phase de transformation dans le podcast, on va dire et donc début 2020, j'ai, mon podcast qui tourne, sur, les plateformes, qui me permet de me rémunérer un petit peu. Pour être assez transparente, c'était à ce moment-là à hauteur de, je sais pas, un truc entre 50, je pense, et 100 € en fonction des mois, d'accord, que j'avais comme rémunération, sachant donc que c'est bien. j'avais ouais, c'est très bien. Franchement, pour un podcast, aussi ciblé, c'est très bien. Mmh, J'avais donc ça, j'avais aussi YouTube, qui me mmh, rémunère parce que ça fait pareil, j'ai dû le lancer à peu près au même moment. Sur mon YouTube, il y avait des méditations. Il y a d'autres vidéos, des vidéos parfois sur lesquelles j'étais payée par des marques. Et donc d'accord. notamment juste avant le confinement, j'avais fait une vidéo, avec, la marque Baya.
Mmh. qui m'avait permis voilà, de très bien démarrer l'année, on va dire. Heu, Globalement, ça se passait très, très bien pour moi. Début 2020, entre mes cours, les podcasts, YouTube qui me rémunérait un petit peu. Alors YouTube, c'est pas, des sommes Mmh. folles, hein. C'est pareil, il faut atteindre un certain palier, des nombres de vues, pour, pouvoir être éligible à tout ça. Oui, donc je pense que j'avais commencé, pareil fin 2019 et je gagnais, tous les 3 mois, un petit complément autour de ça, entre 50 et 80 selon, les performances du mois, on Mmh. va dire. Mais globalement, j'étais super contente et là, paf, confinement. Mmh. Heu, à ce moment-là, il y a eu pas vraiment de panique de mon côté parce que je pense que j'avais pas pris la mesure sur le moment de ce qu'on allait traverser, de ce que c'était ce virus et cetera et donc j'avais un discours quand même assez, auquel je crois toujours, hein, mais qui était vraiment ce truc de on se branche solution. Mmh. Oui, certainement les studios de yoga vont fermer, mais on va trouver une solution pour continuer à vivre de notre métier. Et finalement, j'ai gardé cette ligne, tout du long, même pour moi. J'ai eu des passages où j'ai eu un peu peur. Mon mois de mars a été un mois, bah, avec, moitié moins d'argent que d'habitude. Moitié moins d'argent, mais pas éligible à l'aide de l'État, donc j'étais pas Bah oui, contente, mais forcément. bon, ça arrive, voilà. Et puis après, en fait, tout simplement, bah, il y a des cours qui sautent parce que les entreprises, il y a aussi des cours en entreprise, ne veulent plus t'accueillir. Les gens en entreprise n'ont pas forcément envie ni le temps de faire des cours en visio. Les gens en studio n'ont pas forcément envie ni le temps. Enfin, c'est tout un nouveau monde, en fait, Mmh. finalement, avec la partie, on va dire, digitale qui se met en place. Ouais, c'est vrai. C'est, et au début, j'étais assez excitée, en fait, par cette manière de faire, par cette nouveauté. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» Voilà. J'ai aussi pris ce temps comme un moment de me dire: «Mais si ça me demande de faire une pause dans mon activité de prof parce que j'ai beaucoup moins de cours, enfin j'ai encore moins de cours, bah, pourquoi pas en profiter pour faire ce projet que j'ai en tête depuis très longtemps, heu et qui me fait rêver et qui est important pour moi. Pourquoi j'utiliserais pas ce temps pour ça?» Et donc en fait, comme beaucoup de profs, je l'ai utilisé pour créer le programme dont auquel je pense depuis, je pense au moins 2018, hein, qui était un programme pour les profs de yoga, pas un programme de pratique de yoga, mais vraiment pour accompagner les personnes dans leur lancement ou dans leur développement en tant que professeur. Donc pas forcément sur les réseaux ou tout ça, c'est juste travailler notre légitimité Mmh. finalement, travailler nos pensées, etc. J'ai commencé à travailler ça, à le créer, à créer. À ce moment-là, il y avait quoi? Il y avait peut-être 16 audios, c'était sous la forme audio ce programme, 16 audios, quelques PDF. Et j'ai proposé ça, et ça, à partir du mois de septembre, le temps de le construire, le temps de me donner ma légitimité aussi pour pouvoir le faire. Et voilà, Serenity est né finalement du premier confinement. Donc voilà, c'était un temps important pour moi finalement, ce premier confinement. Et ça a fonctionné? Tu es contente des résultats que ce programme, que tu rêvais de créer a apporté? Bah, ça a fonctionné, j'ai eu un lancement, faut savoir que Serenity, ça m'a fait voyager vraiment, vers plein d'étapes de réalisation, on va dire. En même temps que j'ai lancé Serenity, j'avais aussi un coaching, Mmh. avec une coach que j'aime beaucoup qui s'appelle Claudia Natella, si jamais vous voulez aller voir son contenu. Et donc j'avais pris un mastermind dans lequel je travaillais avec, 4 autres femmes. On était coachées toutes les semaines et je suivais en même temps ses programmes à elle et cetera, sur l'entrepreneuriat et sur le bien-être, en fait. Et donc finalement, Serenity, au tout départ, il a été lancé en promo à 50 € au lieu de 80. D'accord. Et à la fin de ce voyage, donc aujourd'hui, Serenity vaut 1 000 €. Alors il y a plus de contenu dedans, hein, du Mmh. coup, il y a plein d'autres choses offertes en plus, bien sûr, par rapport à ce qu'il était au lancement. Mais tout simplement, 50 € pour ce programme, c'était encore me dévaluer, c'était revenir finalement à ce que j'avais fait dans le yoga. Tu Mmh. vois, au tout début de mes lancements, à Ouais. pas accepter les bons prix, à pas voir la valeur de ce que j'offrais en fait finalement. Donc il m'a fallu faire ce travail sur moi, encore après à l'avoir sorti, oser multiplier le prix, par, X. Enfin Mmh. c'était une grosse aventure et c'était beaucoup de peur, mais finalement c'est un programme qui plaît, qui se vend bien. Il y a combien de participants? Il y a au moins 40 participants à D'accord. Serenity.
qui n'ont pas tous pris hein, au même prix, bien sûr, chacun au moment où ça résonnait avec lui. Mais voilà, il y a eu ça. Après, bon, j'ai continué à développer d'autres programmes qui me tenaient à cœur. J'ai commencé en fait finalement à me rendre compte que j'étais prof de yoga et coach depuis longtemps. Finalement, je me suis autorisée ce truc-là. C'était quelque chose que je faisais déjà dans mes interviews finalement, d'avoir ce regard un peu de coach. C'était quelque chose que je faisais déjà dans mon podcast Parole de Yogi, que je faisais dans ma vie. Je n'avais pas forcément les bons outils pour le faire, mais je le faisais. Et en prenant ce mastermind, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une résonance très très forte entre ce que ma coach m'enseignait et ce que j'enseignais aux autres naturellement, finalement. Donc voilà, je me suis autorisée ça. Je me suis autorisée au deuxième confinement, on va dire, à prendre une formation de coach que je suis toujours. Et voilà, maintenant, je suis à la fois professeure de yoga et à la fois coach pour les profs, mais aussi coach pour n'importe qui aurait besoin d'un coaching dit de vie, même si ce n'est pas des mots que j'aime, mais qui aurait besoin de travailler quelque chose qui lui pèse et qui, entre guillemets, lui donne la sensation de subir au quotidien et de ne pas avoir le choix. Voilà, c'est ça que j'aime bien coacher. OK. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que du coup, ça a aussi un vrai lien avec, les valeurs du yoga et cetera et tu as su l'exploiter, différemment qu'en donnant un cours de yoga à proprement parler. Même si, le cours de yoga en lui-même peut déjà apporter énormément de choses, tu as su, l'exploiter différemment. Et j'imagine que dans ton programme, il y a quand même pas mal de liens avec, ce que peut apporter le yoga et cetera donc c'est Bah, en fait, intéressant de il le y voir a, autrement. en fait, dans Serenity, par exemple, il y a toute l'expérience de ces 4-5 ans où je galère, où j'ai eu les mêmes peurs, et comment j'en sors en fait, et par quel état d'esprit on en sort, par quels outils on en sort. Et après, bah, il y a les coachings en plus, parce que j'estime qu'aujourd'hui, hein, je ressens qu'un programme seul ne peut pas faire tout le travail sans coaching. Donc, j'offre aussi des séances de coaching dans le programme, c'est important pour moi. Mais tout ce que j'ai traversé, je sais que les gens le traversent aujourd'hui, peut-être à différents niveaux, peut-être avec Bien différentes sûr. forces, Mmh. etc. Mais ce manque de confiance, de légitimité, ce truc de ne pas reconnaître sa propre valeur, cette difficulté à s'aligner, à fixer ses prix, à s'autoriser, ne serait-ce qu'à faire des choses qui nous font plaisir parce qu'on Mmh. fait pour l'autre, mais pas pour nous. Tout ça, c'était des choses que j'avais envie de voir. Et honnêtement, quand je le voyais sur les réseaux par d'autres professeurs de yoga, etc., c'était des conseils qui ne résonnaient pas avec moi, qui ne résonnaient pas avec ma vérité. Donc, je ressentais le besoin de le faire à ma sauce, en fait. Je ressentais Mmh. le besoin de le transmettre comme ça et autrement qu'avec le podcast parce que la seule, on va dire, problématique que je peux ressentir avec un podcast, c'est que l'engagement des gens envers le contenu est multiple. C'est-à-dire que tu ne... Bon, après, c'est toujours la même chose dans un programme, mais tu peux très bien écouter un podcast et ça te passe dans l'esprit, mais Mmh. ça ressort aussi vite. Un programme dans lequel tu t'es engagé, dans lequel tu sais qu'il y a un coach qui va te suivre pendant X temps, où tu peux Que c'est accéder à des contenus, personnalisé et cetera. il y a quelque chose voilà, tu es là pour travailler. Et c'était ça que je voulais. Je veux pas que les gens entendent les conseils dans Serenity comme juste oh bah tiens, vas-y, prends confiance et puis Mmh. c'est tout. Non, je veux que les gens ils viennent travailler avec moi en groupe, je veux qu'ils viennent se connecter aux séances, je veux qu'ils soient là en fait et qu'ils s'engagent pour eux-mêmes. C'est le meilleur moyen parce que on fait beaucoup en théorie, on comprend beaucoup de choses et les podcasts aident beaucoup à ça, à comprendre la théorie, à aider à faire ressentir aussi des choses, donc à passer un petit peu comme je te disais du mental un peu plus vers le corps, mais après c'est à l'autre de prendre son propre engagement envers lui-même et de passer à l'action et de l'intégrer vraiment et de mettre en place les choses. Un coaching aide un peu plus à ça, à Mmh. aider l'autre à passer à l'action et à intégrer. Ce qu'un podcast ne peut pas faire. Non, Quoi. ouais, c'est sûr. Il va te donner des clés, mais pareil, il te donnera pas personnalisé par rapport à toi. Il te motivera, comme il peut, mais soit tu es, comme tu dis, très réceptif, soit ça te passe dans une oreille, ça te sort par l'autre et donc du coup, ça va avoir un impact sur l'instant T, mais peut-être pas sur le futur et cetera. Mmh. Mm. Et Et du coup, finalement, pardon, oui, excuse-moi, vas-y, vas-y. dis-moi et finalement? Et finalement, tu vois, comme tu disais, j'ai su saisir l'opportunité, mais Mmh. c'était quelque chose, comment dire, le mot coach, il faut savoir que début 2020, j'en parlais avec une amie, c'est elle qui me disait, mais t'es coach en fait, arrête de dire que t'es prof de yoga, t'es coach. Mmh. Et
Et donc, j'avais commencé à regarder des formations, ça me plaisait pas, etc. Et en fait, il a fallu un temps pour m'autoriser. C'était quelque chose que j'avais déjà en moi. Et c'est ça que j'aimerais transmettre aux autres. C'est pas forcément, devenez pas forcément des coachs ou des gens qui font des programmes parce qu'il y a le confinement, etc. Mais profitez-en de cette période qui nous est donnée là, qui n'est pas évidente, pour aller trouver en vous ce qui résonne vraiment, ce qui vous fait vraiment plaisir de faire, parce que là, actuellement, finalement, il n'y a rien à perdre. Mmh. On a pour beaucoup l'État qui aide aussi pendant cette période-là. Euh, il n'y a rien à perdre à tenter, à oser, à voir si ça nous plaît, de donner des cours comme ça, de les transformer, d'allier avec une autre chose qui nous intéresse, peut-être plutôt le son, peut-être chanter pendant Mmh. les cours. Il y a plein de possibilités et aujourd'hui, je trouve que le yoga va être de plus en plus fort si chaque prof s'autorise à être vraiment lui-même et à multiplier ses sources d'inspiration, à multiplier à combiner en fait ses forces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le coaching, ça se retrouve vraiment dans ma manière d'enseigner le yoga. Même si je m'adresse à un groupe et que je ne vais pas faire de l'individuel et que la manière dont j'enseigne, notamment sur les émotions, sur les sensations dans le corps, comment gérer tout ça, c'est très imprégné de ce que j'apprends en coaching et de ce que je fais en coaching finalement. C'est vraiment intéressant et donc du coup là tu nous as, remontré à quel point, ce que tu as créé avait un lien avec le yoga, à 100, même si c'était pas forcément une pratique, d'asana, c'est autre chose mais par contre ça en fait partie et comme tu dis, on n'est peut-être pas tous coachs, mais on est tous capables de trouver en nous ce qui résonne en nous et ce qui est, important pour nous et ce qu'on a envie de développer pour plus tard. Et en effet, cette période nous laisse, sur un petit nuage, le temps de se développer et de trouver ce qu'on a envie de faire. Alors oui, ça peut prendre plus de temps que cette période, mais même si on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrêtera. Mais c'est important aussi de se poser un peu et de se poser les bonnes questions. Et du coup, c'est vrai que des fois, tout seul, on a du mal à se poser ces bonnes questions-là. Et donc, de se faire accompagner par quelqu'un qui peut essayer de nous apporter les clés, c'est la meilleure solution. C'est ça le métier de coach finalement, c'est poser la bonne question, c'est pas de donner la solution à l'autre, Mmh. c'est d'aller chercher Exactement. c'est que l'autre trouve sa Sa solution, solution. trouve son Bien sûr, propre pouvoir finalement. C'est ça qui est bien sûr. incroyable dans les coachings. Mmh. Et puis prenne confiance en lui du coup et en ses capacités. Exactement. Est-ce que tu as d'autres projets, pour l'avenir en lien avec le yoga, avec le coaching, avec, tout, dont tu as envie de Euh, partager avec nous? ouais, bah en fait, il n'y a rien de. Actuellement, je suis dans une phase où bah voilà, je continue à apprendre ce métier de coach, etc., aussi bien en le faisant qu'en formation, hein, vraiment. Et puis, je suis en train d'apprendre aussi beaucoup de choses sur tout ce qui est le féminin, l'énergie féminine, tout ça. J'ai aussi envie d'apprendre sur tout ce qui est le son, puisque la voix, quand on a un podcast, c'est un truc qui m'intéresse. J'aime chanter, j'aime la voix, j'aime les sons. Donc voilà, je sens qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Je ne me précipite pas dessus, j'attends un petit peu, je vais me donner le temps. Mais voilà, il y a quelque chose dans ces domaines-là qui va m'intéresser, je pense, et qui peut-être un jour donnera lieu à quelque chose dans mes cours. Peut-être que mes cours seront imprégnés de ces connaissances-là. Ensuite, bah, j'ai le projet peut-être de faire des retraites de yoga. Alors en ce moment, c'est pas le plus simple, mais c'est un rêve. C'est un rêve que je m'autorisais pas pendant longtemps parce que j'avais je m'étais fait un espèce de trauma parce que j'avais essayé de lancer une retraite il y a longtemps avec quelqu'un et ça s'était vraiment très mal passé. J'avais dû annuler, j'avais perdu de l'argent. La problématique n'était pas liée au fait qu'il y ait des élèves qui veuillent travailler ou non avec moi sur cette retraite, c'était vraiment ce lien avec l'autre. Et donc je sens qu'il y a quand même quelque chose aujourd'hui à dépasser là-dessus. Et Mmh. c'est un rêve. Donc j'ai envie d'offrir des retraites spécifiques pour les professeurs de yoga pour justement aller parler en groupe de tout ça. Et puis des retraites pour chacun parce qu'on en a tous besoin. Mmh. J'attends encore. J'avoue que je procrastine un peu là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a des pensées à les transformer là-dessus encore. Mais bon, je me donne le temps. Ce sera pour plutôt le second semestre de l'année. Actuellement, je me laisse le temps de terminer le premier semestre. J'ai lancé beaucoup de choses ces derniers temps.
2020 et début 2021 ont été beaucoup de lancements. Il y a eu Oui. deux programmes, il y a eu des coachings, il y a eu des coachings de groupe, plein d'ateliers, etc. Là, c'est le moment pour moi de canaliser un petit peu de nouvelles choses Et et puis, de il y a eu le poser. lancement de ton nouveau podcast aussi, enfin, la fin de Parole de Yogi pour les nouveaux. Pour les alchimistes, ouais. Ouais. Tu vois, je parle même pas de ce que je fais. Mm. Oui, il y Mais a je eu suis les là pour ça. alchimistes qui m'ont tenu. Oui, merci. Merci, merci. Parce qu'en fait, c'est tellement. En fait, j'y pense même pas, quoi. C'est Je, parce que je, c'est en toi. c'est ça. En fait, je me dis toujours que les contenus que j'ai vont attirer les bonnes personnes, quoi qu'il arrive. Donc, oui, Mm. effectivement, il y a eu la fin de Parole de Yogi. Il y a eu. Mais c'était génial de le terminer avec tellement De de douceur. joie. Ouais, c'était vraiment. Bah, ça se termine parce que j'ai plus rien à dire. Au niveau yoga, je vous ai transmis ce que j'avais à vous transmettre et j'aurais l'impression, en passant sur quelque chose de plus dev perso, de plus coaching, de plus spirituel là actuellement, et d'un peu moins yoga à chaque épisode, de, de plus coller à l'énergie de Parole de Yogi. Donc c'était respecter en fait le travail que j'avais fait pendant longtemps, c'était recommencer tout à zéro avec les alchimistes, qui lui pour le coup n'est pas centré yoga, qui est vraiment centré mental, émotion, comment on gère tout ça, qui est aussi un podcast pour se motiver, qui est aussi un podcast de dev perso, de spiritualité. Enfin, il en est à ses débuts. Il y a 6 épisodes aujourd'hui, 7 en tout, mais voilà, 6 en plus de l'intro. Et voilà, c'est une aventure qui me remplit de joie. Ça me fait du bien de parler de tous ces sujets dont je n'osais pas parler dans Parole de Yogi. Mm. Et voilà, de rencontrer peut-être une nouvelle audience qui découvre aussi tout ça. C'est Mm. hyper intéressant. C'est vraiment génial. Eh ben moi, je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que j'ai écouté quelques épisodes. J'ai un peu de retard donc sur les 6, mais je crois que j'en ai écouté 4 ou 5, je sais plus. Et j'ai vraiment adoré. Mhm. Je les ai écoutés pendant que je travaillais avec mes écouteurs dans les oreilles et ça m'a fait un bien fou, mais vraiment. Donc, j'invite tout le monde à aller l'écouter, Les Alchimistes, qui est sorti très très récemment, du coup, la fin 2020. Oui, non, début Non, début 2021. début 2021, oui, on est déjà le 1er mars. Mais oui, Ça ça passe va trop vite, hein. vite. Oui, Oui, début oui, oui. 2021. Voilà, donc c'était... Ouais, ça a dû sortir en février. Non, pas février, mais fin janvier, quelque chose Mm, comme ça. Et non, c'est une nouvelle aventure, je recommence tout à zéro. C'est-à-dire que mm, l'audience que j'avais sur Parole de Yogi n'a pas forcément suivi. J'ai quelques personnes qui aiment mon travail, donc qui me suivent, que ce soit sur Parole de Yogi ou ailleurs, et, et voilà, qui ont suivi un petit peu, mais je suis vraiment ouais, au début, et puis c'est marrant en fait finalement de me challenger un peu là-dessus et de voir comment mon mental répond à ça aussi, au fait que mm, ce soit pas les mêmes chiffres, au fait que... Et finalement, je continue à avoir confiance et foi dans le fait que les bonnes personnes, les personnes qui mm. doivent recevoir ces messages-là seront là. Et je ne me prends pas la tête et j'essaye d'avoir le plus de plaisir possible. Et s'il n'y a pas de plaisir à enregistrer un podcast sur une semaine, s'il n'y a pas l'inspiration, je ne le fais plus. J'ai vraiment Ouais, trouvé cette liberté-là de me dire il faut que ce soit juste dans l'énergie, dans l'intention. Donc si j'ai pas bien envie, j'ai sûr. pas envie. Voilà. Ok, c'est super. C'est super parce qu'on dit souvent pour créer un bon podcast, il faut enfin, suivre son calendrier, être vraiment s'y tenir parce que sinon l'audience va lâcher, etc. Donc c'est aussi bien d'apprendre à dire OK, faudrait que je respecte tel timing, mais cette semaine, c'est plus OK pour moi et j'ai rien à partager. Donc si je partage quelque chose, ça sera pas authentique ni sincère. Donc, vaut mieux que je fasse ce break qui est nécessaire et puis reprendre la semaine suivante ou une semaine où ça me parlera plus et apprendre à t'écouter finalement, tu vas l'inculquer à ton audience, donc c'est bien. C'est génial. On est on est l'exemple qu'on donne aux autres en fait finalement. Les gens nous perçoivent, ils perçoivent certaines choses et quand on s'autorise, c'est ça, hein, franchement je pense que c'est le mot de mon année 2020 et que ce sera certainement mon mot de l'année 2021, de m'autoriser à être qui je suis et à faire ce que j'ai envie de faire et à dire ce que j'ai envie de dire et à ne pas faire si je veux pas faire. C'est incroyable, c'est libérateur tout ça. Et on est beaucoup, même dans les conseils que je vois encore aujourd'hui, hein, je comprends la nécessité d'être régulier, c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes, etc. Mais la nécessité d'être vrai est encore plus forte.
être authentique, être juste. Là, mon énergie, c'est ça, je vais donner ça, comme ça me donne envie, je suis heureuse de le faire. Ok, je partage. J'ai pas envie, je fais pas. C'est, hyper marrant ce que tu dis parce que, ça me fait sourire parce que dans l'épisode de mon deuxième podcast qui est sur l'entrepreneuriat et digital et qui sortira mercredi, je parle avec, une dentiste, donc rien à voir, qui a lancé un compte Instagram et qui disait qu'en fait, et je voulais montrer ça, qu'elle avait pas de stratégie, pour développer son compte, qui est passé de quelques centaines d'abonnés à plus de 4 000 en quelques mois. Elle avait pas de stratégie puisqu'elle a aucune base en communication et cetera, qu'elle a juste partagé ce qu'elle a envie de partager et que ça a parlé, en fait, aux gens. Et je lui ai dit: «En fait, ton secret, c'est juste d'être authentique, sincère et naturel». Elle me dit: «Bah, je crois que c'est ça». Et c'est vrai, en fait, J'y crois ça fonctionne tellement, pour tout. j'y crois tellement. Et de plus en plus aujourd'hui, par exemple, moi, je me rends compte que j'aime les contenus comme ça où on peut échanger, parler directement. Et donc, par Mmh, exemple, je me rends compte que sur Instagram, c'est pas que ça me, c'est pas que ça marche mieux, c'est juste que ça me plaît plus. Donc, je recommence à faire des lives parce que j'ai mmh, la sensation d'être plus en lien avec les gens que quand j'écris. Voilà, mmh. c'est des petites choses et qui me font choisir à certains moments. Après, je fais pas des lives tous les jours parce que j'ai pas envie de parler tous les jours. C'est Oui, tout. Mais quand j'ai envie ou quand il y a un message, je fais un live ou une petite story ou c'est, je ressens peut-être encore plus depuis les confinements et le fait que, bah voilà, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné en studio. Là, ça fait depuis au moins le mois d'octobre. Il y a des élèves que j'ai pas vus en entreprise, ça va faire 1 an ce mois-ci. Je les ai pas vus. Donc, j'ai besoin de, au moins par vidéo, avoir ce retour, ce lien, le cette lien. Mmh. conversation. Ça, je me suis rendu compte que c'était hyper important pour moi. Et donc voilà, même aujourd'hui, par exemple, enseigner en ligne, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir maintenant. Mmh. C'est très Tu difficile. commences à trouver ce que tu as envie d'apporter et de Ouais. t'apporter aussi à toi. Mm. Est-ce que tu as quelque chose que tu aurais envie de partager, un message, à nos auditeurs qui nous écoutent pour terminer, à part si j'ai oublié de parler quelque chose et que tu avais envie de développer? Non, t'as rien oublié. Il y a tellement de messages à dire aux gens. Euh, ok, attends. Euh, C'est la petite question piège de la fin. c'est ça. Juste, il y a tout ce que j'ai dit ici, finalement, dans le podcast, tout le travail que j'ai fait sur moi, etc., c'est venu d'une seule énergie, c'est de l'énergie de m'aimer, finalement. Et de pas chercher cet amour à travers les autres, continuellement. Et donc, pour moi, c'est le premier travail à faire. C'est le premier travail qui nous donne confiance. C'est le premier travail qui nous permet de déplacer des montagnes ou tout simplement d'être ce qu'on est. C'est juste, ok, j'ai le droit de m'aimer. Je suis pas parfait. J'ai le droit de m'aimer. Je ne culpabilise pas pour qui j'ai été, pour qui je suis, pour ce que je fais. Je suis aimable et digne à 100% là maintenant. Et on n'entend pas assez ça. Et on se le dit pas assez. Et moi, je fais beaucoup de journaling où j'essaye de me le rappeler, où je fais appel à d'autres parties de moi. Parfois, j'ai un exercice qui s'appelle la voix de l'âme. Et je change de stylo et je demande à mon âme de me répondre et de me dire ce genre de choses parce que euh, quand, on, quand on agit par manque, on agit beaucoup par manque d'amour finalement. Il y a deux énergies dans la vie, il y a la peur et il y a l'amour. Et donc, soit on choisit d'agir par amour pour soi, soit on choisit d'agir par peur de manquer de quelque chose, par peur de manquer d'amour souvent. Donc, Mmh. apprendre à s'aimer, c'est le premier travail. Et ça n'a rien à voir avec la façon dont, dont on s'habille, la manière dont on se maquille, la manière dont est notre corps. C'est juste moi, la personne que je suis là maintenant, je reconnais que j'ai le droit à l'amour, que je m'aime moi-même et que j'attends pas cet amour de qui que ce soit derrière. Et c'est là finalement que vous pouvez faire vraiment les contenus qui vous plaisent. Mmh. C'est beau. Bah, si j'ai quelque chose à retenir de ce que tu nous as dit, depuis le début, c'est en plusieurs mots, mais qui peuvent former une phrase du coup, s'autoriser à se libérer, à s'aimer et à être. Ah, c'est Pour moi, beau! c'est ça. Ah, c'est incroyable! J'adore! Si je dois faire une compilation de tout ce que tu as dit. Ah, c'est magnifique. J'aurais pas mieux dit parce que c'est exactement ça en fait. C'est Bon exactement bah ça. super, je suis contente qu'on soit en phase alors. Bah, merci beaucoup Laura d'avoir, exprimé, ton parcours et de t'être confiée à nous aujourd'hui, d'avoir partagé tout ça. Puis j'espère qu'on se rencontrera très vite en vrai quand ce sera possible et puis qu'on se fera d'autres choses, peut-être en visio, à d'autres moments.
Bah, merci infiniment de m'avoir invitée. Ça fait toujours plaisir et ça permet, ce genre d'interview de faire un peu le point Mmh, aussi et c'est complètement. toujours une découverte, pour l'interviewer aussi. Voilà, donc merci Toi, infiniment. le chemin que tu as fait et que tu as parcouru et c'est vrai que là, du coup, tu peux encore plus te dire que tu t'aimes et que tu es fière de toi. Exactement, exactement. Bah, merci, à très, très vite. Merci. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois, comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast Le Yoga dans nos vies. À bientôt!